Le ministre. Mes chers collègues, nous allons donc commencer la discussion générale. C'est Madame Dominique Orliac qui est la première oratrice inscrite pour le groupe de RDP pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, tout contrat de travail peut prendre fin. C'est la vie. Si la rupture est à l'initiative de l'employeur, c'est le licenciement. Et puis, la loi du 25 juin 2008 a instauré un autre mode de rupture, la séparation à l'amiable entre les parties, que l'on nomme rupture conventionnelle du contrat de travail. Depuis 2008, ce mode de rupture du contrat de travail a connu un réel succès puisqu'il permet aux salariés de quitter l'entreprise sans heurts et de bénéficier de l'assurance chômage. Elle permet également à l'employeur d'éviter un litige et d'avoir comme obligation de payer un minimum d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, ce qui pour lui est un moindre mal. Il y a environ 26 000 ruptures conventionnelles qui sont homologuées chaque mois, ce qui est un chiffre important, porteur de certaines interrogations, notamment le fait que ce mode de rupture touche professionnellement les salariés âgés de 56 ans et plus. Et puis, troisième mode de rupture, le contrat de travail peut prendre fin à l'initiative du salarié. Il s'agit de la démission. Et avouons que le Code du travail ne s'est jamais véritablement penché sur ce mode de rupture. Les articles L. 1237-1 et suivants du Code du travail s'intéressant d'ailleurs plus à la démission qui pourrait être abusive. C'est donc la jurisprudence qui a rempli ce vide juridique en définissant tout d'abord la démission du salarié, ce dernier devant, en l'occurrence, manifester une volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise et qui doit exécuter son préavis dans des conditions qui ne sont pas toujours très simples. C'est également la jurisprudence qui, en 2003, a défini le régime juridique de la prise d'acte de la rupture par le salarié, une sorte de démission brusque en raison de faits reprochés à l'employeur qui impose de facto la saisine du Conseil de prud'homme. Que demande le salarié au juge prud'homal? C'est simple, il lui demande de juger si cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Et si le jugement dit qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est condamné à payer des indemnités légales et une indemnité liée au préjudice subi par le licenciement abusif. Et avec rétroactivité, le salarié sera finalement pris en charge au titre de l'assurance chômage. L'enjeu est énorme, encore plus pour le salarié que pour l'employeur. Une étude publiée par le DARES en mai 2013 vient nous éclairer et montre que la démission est le mode de rupture le plus utilisé, bien plus que le licenciement, qu'il soit économique ou pour des motifs personnels ou la rupture conventionnelle. Ainsi, ce chiffre doit interpeller la représentation nationale. En 2012, pour les salariés âgés de 30 à 49 ans, plus de la moitié des salariés mettaient fin au contrat de travail par une démission, le pourcentage allant jusqu'à 69% pour les moins de 30 ans. Certes, on peut démissionner car on a trouvé un autre emploi plus intéressant ou mieux rémunéré. On peut également démissionner pour un déménagement par exemple, mais on peut démissionner car on n'en peut plus de son quotidien de travail et les conséquences liées à la démission peuvent devenir dramatiques pour un salarié qui n'a plus de solution alternative pour son avenir. Il est des démissions car le salarié n'a pas d'autre solution, pas d'autre choix. La situation au sein de son entreprise est devenue pour lui intolérable, inacceptable. Mais démissionner ainsi, prendre acte de la rupture, peut être aventureux pour les semaines et les mois qui suivent. En effet, Pôle emploi ne prend pas en charge au titre de l'assurance chômage la période postérieure à la rupture, l'interprétant comme une démission, même si le Conseil de prud'homme a été saisi dans un délai bref. Et c'est là qu'intervient l'initiative de notre excellent collègue Thierry Braillard et celle du groupe des députés radicaux de gauche et apparentés à travers cette proposition de loi. Faire en sorte que l'imputabilité de la rupture soit tranchée rapidement, dans le délai d'1 mois, afin que et le salarié et l'employeur connaissent l'appréciation du juge sur les faits discutés et les conséquences qui en découlent. Aujourd'hui, le constat est partagé par l'ensemble de ces bancs. La justice sociale ne se porte pas bien dans notre pays et cela ne date pas d'hier. Les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont totalement engorgés et certains conseils de prud'homme jugent des affaires avec des délais supérieurs à 2 ans, délais qui ne sont vraiment plus raisonnables. Je tiens néanmoins à saluer le travail des juges prud'homaux, juges salariés comme juges employeurs,
qui n'ont pas à porter la responsabilité d'une institution à bout de souffle, constat d'ailleurs très bien relevé dans le rapport Marshall sur la justice du XXIe siècle, mais dans certains cas, force est de constater que la situation est totalement insupportable, tant pour le salarié qui doit attendre trop longtemps pour connaître l'issue de ses demandes, que pour l'employeur qui doit la plupart du temps provisionner dans son bilan l'aléa judiciaire. Et là où la proposition de loi de Thierry Braillard est très pertinente, c'est que la procédure prud'homale classique n'est pas adaptée à la prise d'acte de rupture, et cela fait des années que cela se passe comme ça. En effet, même si la conciliation est une étape importante de la procédure prud'homale, dans le cas précis de la prise d'acte, elle n'a aucun intérêt, puisque seul le juge de fond peut trancher sur l'imputabilité et dire s'il s'agit d'une démission ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Comme j'ai eu l'occasion de le dire en commission, cette proposition de loi doit être également appréciée comme un signe qui tend à montrer qu'il faut que les avocats, les greffiers, les juges, les conseillers syndicaux s'interrogent sur une remise à plat nécessaire et utile de la procédure prud'homale. Je sais que c'est une préoccupation de la garde des Sceaux et de vous-même, Monsieur le ministre. Durant nos débats en commission, j'ai remarqué qu'on vous a objecté, Monsieur le rapporteur, que les parties auraient du mal à respecter le délai de 1 mois et que tout cela ne servirait à rien. Cela me rappelle cette formidable phrase prononcée par François Mitterrand qui disait « La volonté des hommes doit toujours l'emporter sur la fatalité des choses ». Il ne doit pas y avoir une fatalité pour que le procès prud'homal ne puisse pas se tenir dans des délais raisonnables, voire dans certains cas de procédure accélérée, comme en l'espèce, respecter les délais fixés par la loi. Certes, il y a toujours la question des moyens affectés à la justice, et dois-je rappeler que ce gouvernement a fait un effort important sur ce point des moyens alloués à la justice. Et même s'il faut certainement aller encore plus loin financièrement, je pense qu'il s'agit également d'un changement de mentalité et de méthode à opérer. La rupture d'un contrat de travail est toujours un accroc dans la vie sociale d'une famille. Parfois, malheureusement, cela entraîne des conséquences dramatiques. Dans nos circonscriptions, nous avons tous un jour été saisis de cas où nous sentions les personnes en difficulté, avoir besoin d'une main tendue, d'une solution pour en sortir. Nous avons tous rencontré des salariés qui, mentalement, moralement, étaient en train de craquer. Alors, en cas de rupture initiée par le salarié, être jugé dans le mois qui suit imposera aux parties, dans le respect du contradictoire, d'être assez diligentes pour que le procès ait lieu à la date fixée, sans renvoi dilatoire ou fautif. Et puis, pour conclure, si cette proposition de loi est adoptée par notre Assemblée, puis par le Sénat, et qu'elle devient une loi, elle impliquera, Monsieur le Ministre, une sollicitation de votre part auprès des partenaires sociaux gérant l'UNEDIC. À ce jour, lorsqu'un contentieux est engagé à la suite d'une prise d'acte de rupture, l'UNEDIC considère que, quelle que soit la phase de la procédure et la décision du juge, l'indemnisation ne peut être versée que si la qualification du licenciement est retenue par la décision de justice et uniquement lorsqu'elle ne peut plus faire l'objet de recours. Donc, si l'employeur fait appel, l'indemnisation n'est pas due, même si le juge a qualifié la rupture de licenciement. Il sera donc logique que l'UNEDIC modifie la réglementation pour tenir compte de cette évaluation. Alors, je suis fière que la justice sociale avance grâce à cette initiative des radicaux de gauche et de son rapporteur Thierry Braillard. C'est un signe positif que notre Assemblée enverra, j'en suis sûre, en adoptant cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, Madame